Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Le droit le plus sacré en ce monde est le droit à la terre que l'on veut cultiver soi-même. La mission du mouvement national-socialiste consiste dans le travail laborieux de la charrue allemande à laquelle le glaive n'a qu'à donner la terre. Le général Franco est arrivé au pouvoir à la suite d'une très grave guerre civile. Oui. Il a ramené en quelque sorte à la paix civile un pays qui avait été profondément déchiré. Et aujourd'hui, je vous propose le premier volet sur les fascismes en 3 épisodes. Qu'est-ce que le fascisme? Que sont les fascismes? L'extrême droite remonte partout dans le monde et nous sommes à 2 jours de la possible élection à nouveau de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le mot fascisme est en débat de l'autre côté de l'Amérique. Le trumpisme est-il un fascisme? Ou plutôt, contient-il des éléments du fascisme? Lundi dernier, l'historienne américaine Heather Cox Richardson, vous voyez, dans le meeting de Donald Trump au Madison Square Garden de New York le 27 octobre, bien des codes des meetings fascistes des années 30. Plusieurs responsables républicains qui ont côtoyé Donald Trump de près parlent ouvertement de dérive fascisme. À la question de savoir si Donald Trump est un fasciste, Kamala Harris n'hésite pas à répondre. Oui, je le pense. Une question posée en référence à des propos de John Kelly, ancien chef de cabinet de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui affirme que l'ex-président aurait dit qu'Hitler avait fait de bonnes choses. On en est là. Alors il n'est pas inutile de revenir sur la définition des fascismes et d'explorer les processus qui ont présidé à leur expansion. C'est l'objet de cette série en 3 épisodes sur les fascismes. On commence par le début, le fascisme italien avec Benito Mussolini. Puis, dans un mois, je vous proposerai d'explorer le nazisme. Et en janvier, nous finirons avec le franquisme espagnol. Si vous êtes impatient, les 3 épisodes sont déjà disponibles en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. Pour ce premier épisode, donc sur l'origine des fascismes, nous sommes avec Marianne Matar-Bonucci, historienne, spécialiste des fascismes et de l'antisémitisme, auteure de Totalitarisme fasciste au CNRS Éditions. Marianne Matar-Bonucci prépare une très attendue histoire globale des fascismes pour les éditions Belin. Avant de nous plonger dans le fascisme italien, le mussolinisme, j'ai demandé à Marianne Matar-Bonucci de nous dire si pour elle, la proposition Trump pouvait être qualifiée de fasciste. Trump est un danger pour la démocratie. Il est populiste, il est nationaliste, xénophobe, très puissant, y compris par ses moyens économiques. La violence est présente chez Trump, on l'a vu au moment des événements du Capitole, on le voit aussi chez certains de ses partisans qui n'hésitent pas à aller faire le siège d'hôpitaux, qui pratiquent des avortements, etc. La violence verbale, sans limite, qui est peut-être plus importante encore parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, ses effets sont décuplés. Donc, tous ces ingrédients sont présents. Est-ce que pour autant il a un projet fasciste? Dans le fascisme historique, il y a une dimension de révolution anthropologique, c'est-à-dire qu'on veut changer jusqu'à l'individu. Cette composante, en tout cas pour le moment, n'est pas présente dans le projet trumpiste. On peut en reparler dans 4 ans. L'Italie d'aujourd'hui, dirigée par Giorgia Meloni, issue d'un parti qui ne renie pas franchement ses origines fascistes, n'est pas fasciste au sens historique du terme, bien sûr, mais il faut quand même se replonger dans ce passé pas si lointain pour comprendre certaines tendances, certaines nostalgies qui travaillent à nouveau nos sociétés contemporaines en proie à une crise d'identité. Le mot fasciste est devenu un anathème qui désigne pêle-mêle les propositions politiques racistes, autoritaires, agressives, populistes, plus généralement d'extrême droite. C'est trop flou. Il nous faut donc revenir à l'origine du mot et de la chose avec Marianne Matar-Bonucci. Alors, vous avez raison de dire qu'il y a eu une forme de banalisation du mot fascisme, et très rapidement, y compris dans l'entre-deux-guerres, qui a été utilisé donc pour désigner des adversaires politiques, principalement à l'extrême droite, mais plus largement les gens dont on pense qu'ils veulent exercer un pouvoir autoritaire, vous réduire au silence.
c'est un usage politique, c'est le droit, les gens qui l'utilisent comme tel ont le droit effectivement de le faire, mais il y a un sens historique du mot et les historiens ont tendance à privilégier effectivement cette acception-là qui est donc le sens historique. Oui, parce qu'en fait, quand on traite quelqu'un de fasciste ou un mouvement politique de fasciste, on a l'impression qu'il y a des tendances, des pentes autoritaires, mais le fascisme a une définition. Et alors là, je vous la demande, Marianne Matar-Bellucci, quelle est votre définition ? La définition que je propose est la suivante, et c'est le fruit d'une réflexion, parce qu'il y a eu de nombreux débats chez les historiens et chez les politistes sur la façon de définir le fascisme. De nombreuses controverses. Et de nombreuses controverses. C'est un mouvement ou un système politique ultranationaliste. Le nationalisme est vraiment le cœur de la doctrine, opposé donc à la philosophie des Lumières, au libéralisme, au communisme, mouvement au système qui vise à transformer donc la société et l'individu sur la base d'une conception holistique de la société, c'est-à-dire qui ne laisse rien de côté, global, au moyen soit de la dictature d'un parti unique, soit de l'État et au moyen de la violence. Il faut qu'il y ait tous ces ingrédients pour pouvoir parler de fascisme et rendre compte de ce qu'a été le fascisme historique. Alors, à partir de quand naît le mot juste après la guerre de 14, non ? Alors, le mot lui-même renvoie à l'Antiquité, les faisceaux de licteurs de l'Antiquité. Il a un usage politique dès la fin du XIXe siècle, puisqu'il y a des faisceaux, un mouvement de protestation en Sicile qui apparaît, et ce sont des faisceaux donc qui se constituent à ce moment-là et qui n'ont pas spécialement un sens nationaliste. Donc faisceau, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se regroupent en vue d'un combat politique. Avec la guerre se constitue un faisceau d'intervention révolutionnaire, puisque l'Italie, jusqu'en 1915, hésite à intervenir dans le conflit. Mussolini, d'ailleurs, rejoint ce faisceau d'action révolutionnaire et il crée, le 23 mars 1919, le mouvement des faisceaux de combat. Et d'ailleurs, on ajoute le terme de combat parce qu'on est après la guerre et toute la vie politique est imprégnée d'un vocabulaire et d'une conception belliciste. Et quel est le contexte après la guerre de 14, le contexte social, économique, politique de l'Italie, notamment après la victoire des Alliés en 18 ? Alors, il se répand en Italie après la guerre le sentiment, alors que l'Italie est dans le pays des vainqueurs, elle a rejoint l'entente, elle a trahi son alliance et elle a fini par rejoindre l'entente, s'installe l'idée que l'Italie a été flouée, au fond. Mal servie parmi les vainqueurs. Et D'Annunzio invente une expression qui est celle, qui est magnifique, qui est celle de la victoire mutilée. Et l'Italie réclamait par exemple l'Albanie. Voilà, l'Italie voulait, y compris des territoires qui n'étaient pas peuplés d'Italiens, et elle est entrée en guerre en vertu d'un traité secret, le traité de Londres, lors duquel lui avait été fait un certain nombre de promesses qui ne seront effectivement pas tenues. Donc il y a une sorte de frustration. Donc, il y a un sentiment de frustration, il y a une grande attente. Il y a 750 000 morts en Italie et les populations ont le sentiment d'avoir effectivement fait un grand sacrifice pour la nation, et se développe, en écho à ce qui se passe en Russie, une agitation sociale, c'est ce qu'on va appeler le Biennio Rosso, donc en 1919, avec des grèves. Alors on va y revenir, on va y revenir, Marianne Matar-Bellucci, parce que je voudrais rester, vous avez cité Gabriel D'Annunzio, qui est un écrivain populaire, un noble, un prince. Il joue sur cette frustration, il aura des activités même au-delà de son domaine littéraire, vous allez nous l'expliquer, mais je voudrais vous faire écouter d'abord un texte publié dans la presse française, dans le Figaro en 1914, qui montre bien que le sentiment nationaliste et expansionniste italien existe dès le début de la guerre de 14. Écoutez cet extrait, cette lecture de Gabriel D'Annunzio. Voici ton jour, voici ton heure, Italie, et pour cette heure des années merveilleuses, la plénitude de tes allégresses, l'ai-je annoncé avec les bûchers, avec les hymnes, l'ai-je appelé dans la vigile et dans l'attente, l'ai-je hâté par la rancune et par l'amour. Je te montre le signe. Malheur à toi si tu doutes, malheur à toi si tu hésites, malheur à toi si tu n'oses jeter le dé.
Voilà, c'est grandiloquent, c'est pompier, c'est nationaliste. Qui est D'Annunzio? Quel est son rôle dans l'après-guerre? Alors, c'est un l'après-première guerre mondiale. Tout à fait. C'est un personnage très important, extrêmement romanesque, poète, comme vous l'avez rappelé, très connu, qui est une des grandes figures de la littérature à l'époque. Alors, avec cette langue très baroque, boursouflée, effectivement. Mais c'est aussi un homme d'action, puisque il a plus de 50 ans quand la guerre commence, il s'engage, donc il va réaliser un certain nombre d'actions tout à fait héroïques. Il perdra un œil d'ailleurs pendant la guerre, et à la fin de la guerre, il va notamment survoler la ville de Vienne en distribuant des tracts, en invitant les Autrichiens à se rendre et à demander l'armistice. Donc voilà, c'est un personnage haut en couleur, grand séducteur, libertin, et fondamentalement nationaliste. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un des fondateurs du fascisme? En fait, je dirais que c'est plus ça va être une forme de modèle à bien des égards pour le fascisme, puisque son coup d'éclat véritablement, c'est la marche sur Fiume. À l'issue de la guerre, l'Italie espérait recevoir en 1919, la marche. En 1919, donc l'Italie espérait recevoir donc la ville de Fiume, qui était l'objet donc d'un contentieux. Qui se trouve où exactement? Alors, qui se trouve sur l'Adriatique, qui est peuplé à la fois d'Italiens, mais aussi de populations slaves, donc, et qui va être revendiqué par le nouveau royaume des Serbes et des Croates, qui va devenir la Yougoslavie. Et donc, les traités n'ont pas accordé Fiume aux Italiens. Pourtant, les troupes italiennes occupent avec d'autres troupes alliées la ville de Fiume. Des incidents interviennent entre les Italiens et notamment les Français. Il va y avoir des morts. À la suite de ça, les Italiens doivent quitter la ville de Fiume et D'Annunzio va décider de marcher sur la ville en faisant rentrer les soldats italiens qui en étaient partis, et se joignent ceux qu'on appelle les arditistes, c'est-à-dire des anciens combattants, des militants nationalistes, qui vont donc organiser cette marche vers la ville de Fiume. C'est un échec finalement. L'armée italienne, l'armée régulière, les déloge avec les armées alliées, mais ça reste un mythe quand même. Tout à fait. Alors, plus que les déloges, c'est-à-dire qu'en décembre 1920, la ville est bombardée, il y a 30 morts quand même. D'Annunzio appellera ça le Noël de sang. Mais c'est un moment très important parce que c'est un micro-État, donc il y a une forme de constitution qui est adoptée, et D'Annunzio, et c'est en cela qu'il va devenir un modèle, met en place des rituels politiques, dialogue avec la foule, salut de la foule en direction du chef, qui vont être pris ensuite par Mussolini, met en circulation un certain nombre d'idées, comme le corporatisme, qui sera repris ensuite également dans le programme du fascisme. Enquête de politique cette semaine, premier épisode de notre série sur les fascismes, le fascisme italien, avec l'historienne Marianne Matar-Bonucci. Thomas Legrand sur France Inter. Marianne Matar-Bonucci, avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini au début des années 20, le fascisme se structure autour de la violence. Absolument. Il y a eu donc cette vague d'agitation sociale très importante en Italie. Pratiquement tout de suite, le mouvement des faisceaux, qui n'est qu'un mouvement au départ, car il refuse la forme parti, est néanmoins un mouvement armé. C'est-à-dire qu'en son sein, il y a ces chemises noires, qui sont souvent d'anciens combattants, qui vont aller attaquer soit les paysans qui occupent les terres, soit les partis de gauche. Et qui vont casser des grèves et qui vont jouer un rôle répressif grâce à la violence. Alors, c'est pas anecdotique du tout, parce que peu à peu, ils vont se constituer pratiquement en armée. Les expéditions punitives, ça peut être quelquefois d'une ville à l'autre, des centaines, voire des milliers de personnes qui se transportent et qui vont attaquer donc les sièges des organisations ouvrières dans les villes moyennes ou les grandes villes. Avec un aspect agraire, c'est une forme d'agrarisme avec les grands propriétaires qui les soutiennent. Il faut rappeler que le contexte international fait peur. Il y a 1917 en Russie, on a peur du communisme, on a peur du socialisme, et il y a cette alliance entre les grands propriétaires terriens
qui ont peur des villes. Tout à fait, la peur est un élément absolument essentiel, alors que on estime aujourd'hui qu'il n'y avait pas de vrai projet révolutionnaire, même si à Turin, par exemple, dans les usines, les comités qui sont mis en place au moment des occupations s'appellent les conseils d'usine, en inspiration bien évidemment des soviets et du bolchevisme. Mais donc, et puis il y a des mouvements, il y a Bologne, il y a des villes très à gauche quand même. Oui, il y a indéniablement un mouvement social très puissant. Certains, ce sera le cas par exemple d'un anarchiste, Luigi Fabbri, dira que les fascistes ont prétendu avoir empêché la révolution. En fait, c'est une contre-révolution préventive, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai projet de révolution, mais ils vont utiliser la peur de ce mouvement social pour légitimer leur arrivée au pouvoir. C'est le moment de faire un petit point idéologique, parce que à ce moment-là, on a l'impression que c'est un mouvement à la fois très réactionnaire et conservateur, et en même temps un peu révolutionnaire. Comment on arrive à lier ces deux choses? Comment les fascistes italiens arrivent à faire cette espèce de mayonnaise entre la révolution et la réaction? Alors en effet, lors de la réunion fondatrice des Faisceaux, vous avez des nationalistes, beaucoup, des gens qui viennent du syndicalisme révolutionnaire, des futuristes, Marinetti. Il y a une forme de synthèse très relative, mais qui va s'opérer quand même. Dans le premier programme du mouvement des Faisceaux, beaucoup de propositions sont ancrées clairement à gauche, la semaine de 40 heures, la journée de 8 heures, le droit de vote aux femmes, la nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, tellement à gauche d'ailleurs que le programme ne sera publié que quelques semaines après son adoption. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mussolini d'emblée ne se sent pas lié par les programmes, et il le dit d'ailleurs, parce que il y a cette idée que le fascisme va inventer une nouvelle façon de faire de la politique qui est fondée sur l'action. Lorsque Mussolini cherchera à théoriser le fascisme, il dira au fond qu'est-ce que le fascisme? Ça en 1932, c'est une action à laquelle adhère une doctrine. Vous voyez, donc il y a un renversement, et on peut dire donc que le fascisme se construit en marchant. C'est pour ça que... Et on le verra littéralement avec la marche sur Rome. Il y a des élections législatives en 1921, et les fascistes de Mussolini s'allient avec la droite classique, avec le gouvernement en place. Parce que l'habileté des fascismes, et c'est vrai du fascisme italien comme du national-socialisme d'ailleurs, c'est de marcher sur deux jambes, violence d'un côté, et on utilise le cadre légal de l'autre. Et donc, lors de ces élections de 1921... Et faiblesse de la droite classique et modérée qui a peur des socialistes et de la gauche et qui préfère... Qui fait des concessions, qui fait de plus en plus de concessions. Donc ces élections dont vous parliez, ce sont des élections qui vont réunir dans des listes communes à la fois les fascistes et la droite classique, même libérale. Giolitti, qui est une des grandes figures de la vie politique italienne libérale, dira qu'il voulait constitutionnaliser le fascisme. Et à vouloir le constitutionnaliser, il fait rentrer 35 députés au Parlement. Donc c'est une petite minorité dans la coalition. Exactement. Il le dédiabolise, il lui donne une légitimité. Et il s'assoit à l'extrême droite de l'hémicycle. Absolument, et il commence à faire des interventions effectivement à la Chambre comme député, alors qu'en même temps, les chemises noires continuent leur œuvre de destruction donc des associations ouvrières. Il y a des grèves en 1922. Alors le mouvement social s'est peu à peu quand même calmé, mais pas du fait des fascistes, même si effectivement ils ont détruit une grande partie des oppositions, mais surtout parce que grâce à ces grèves, les ouvriers ont obtenu en partie satisfaction. C'est au fond dans le reflux de la vague de contestation que les fascistes arrivent au pouvoir. C'était un suprême dilemme qui mettait en jeu non pas la vie d'un homme, mais la force d'un mouvement et l'avenir d'un peuple. Et donc, à présent, s'ils ne nous donnent pas le pouvoir, nous le prendrons.
Alors Marianne Matar-Bonucci, ça c'est Mussolini, on vient d'entendre Mussolini en 1922. Avant la marche sur Rome, en préparation de la marche sur Rome. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Pourquoi ce petit groupe de 35 députés au Parlement italien, ça ne suffit plus à Mussolini et il veut prendre le pouvoir par la force? Alors, après les élections, donc, le fascisme a continué son œuvre destructrice du tissu démocratique, obtient de plus en plus de soutien d'une partie des élites, du monde de l'industrie, les grands propriétaires terriens, les banquiers, tente de s'imposer comme une force raisonnable, et je dirais que quelques mois avant la marche sur Rome, s'impose comme une évidence l'idée qu'un jour ou l'autre, ils vont arriver au pouvoir. Il y a comme une forme de résignation chez les démocrates. C'est le sens de l'histoire. Par rapport, voilà, c'est le sens de l'histoire. Le son qu'on vient d'entendre, c'est le congrès de Naples, quelques jours avant la marche sur Rome. Oui. Il y a donc le congrès du parti fasciste à Naples, et là, Mussolini annonce donc qu'ils vont prendre le pouvoir et qu'ils veulent tout le pouvoir. Après le congrès de Naples, il continue, c'est vraiment quelques jours avant la marche sur Rome, il continue à garder des contacts, il retourne à Milan où il réside, il annonce qu'il va lancer donc les troupes de chemises noires sur Rome, dans cette marche donc qui est organisée depuis différents points de l'Italie et qui commence le 28 octobre. Lui est à Milan. Il attend. Le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement voudrait réagir, mais le roi, absolument. Le gouvernement Facta demande au roi de signer l'état de siège, puisqu'on a environ 25 000 chemises noires qui convergent sur Rome. L'armée avait parfaitement les moyens de réprimer cette sédition, et le roi, après avoir tergiversé, ne signera finalement pas. Mais le roi a peur, ou le roi a peur d'une guerre civile, ou alors le roi adhère un peu finalement à cette idéologie. Le roi dira qu'il avait peur de la guerre civile, mais il n'est pas exclu en effet que le roi et surtout son entourage aient déjà été acquis effectivement à non pas tant la cause du fascisme que la cause d'un gouvernement musclé qui rétablirait l'ordre et qui permettrait ensuite aux élites traditionnelles de revenir au pouvoir. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Aujourd'hui, les Italiens inventent le fascisme. C'est l'épisode 1 de notre série qui en compte 3 sur les fascismes. J'avais 19 ans accomplis. J'ai participé à la marche de Rome parce que ce n'était pas un mouvement ni de militaire, ni un mouvement de tyrannie, mais c'était un mouvement qui voulait redonner à l'Italie une position entre les grands États modernes d'Europe. On a parlé de 200 000, 300 000 hommes, mais c'était un rassemblement de 80 000 hommes jeunes, guidés par des combattants prodigieux qui avaient beaucoup de médailles militaires gagnées au front et des généraux très glorieux. Alors, c'est le témoignage de Nino da Roma, un ancien de la marche sur Rome. Il était chemise noire. Ce témoignage date de 1967, c'était dans les dossiers de l'histoire sur France Culture. Est-ce que, Marianne Matar-Bonucci, est-ce que les chemises noires étaient populaires à l'époque ? C'est difficile de dire si elles étaient populaires, elles étaient surtout redoutées. Oui, c'est ça, on en avait peur ou finalement on y adhérait ? Une partie de l'opinion en avait effectivement peur parce qu'il faisait régner la terreur quand même face aux opposants politiques. Et il y avait une fascination les gens qui craignaient une révolution ou le désordre social ont fini effectivement par les trouver sympathiques. Donc la marche sur Rome aboutit à quoi finalement ? Benito Mussolini prend le pouvoir. Tout à fait. Donc Mussolini est appelé à former un gouvernement. D'abord, on lui propose d'être simplement ministre, il refuse. Donc il va devenir président du Conseil et former un gouvernement dans lequel, au départ, les fascistes sont minoritaires. Là, on a aussi un parallèle avec le national-socialisme. Et puis, peu à peu, ce gouvernement va se radicaliser. D'abord, en utilisant le cadre légal, et en particulier en faisant voter par le Parlement une loi qui est la loi Acerbo
Viterbo, qui va permettre, donc, lors des élections en 1923, absolument, qui va permettre à la liste qui obtient plus de 25% des suffrages, ce qui est pratiquement assuré, et qui est en tête, d'obtenir les 2 tiers des sièges, hein, et donc ça permet, aux fascistes effectivement de devenir majoritaires. Voilà, un fait majoritaire comme on en connaît dans la Ve République, mais plus. Voilà. Alors exactement. ça c'est 1923, donc après 1923, on n'est pas encore tout à fait dans le totalitarisme, on y vient. Mais le fascisme italien et Mussolini arrivent à installer en Italie, quand même dans la société italienne, une sorte de contrôle social, comme le montre ce témoignage. C'est sûr que pour avoir un emploi public, il fallait avoir la carte du parti. Quand on allait voter, c'était comme voter en public. On était en bas et ils étaient en haut. Ils voyaient ce qu'on écrivait sur le bulletin. Dans chaque village, le parti, imbriqué à l'administration, est dirigé par les chemises noires. Il surveille toutes les familles. Il disait, là, le pharmacien de la rue Machin, c'est un adversaire. Un subversif. Il faut ou bien le convertir, ou bien lui faire peur à tel point qu'il arrête sa propagande. Mussolini faisait peur, c'est tout. Il suffisait de dire « le fascisme c'est la honte » pour qu'on t'envoie en prison. Voilà, c'était un extrait de Mussolini, le premier fasciste, un extrait de ce documentaire signé Serge de Champigny, dont vous étiez d'ailleurs conseillère historique. Et puis on arrive à 1926, où là, vraiment s'installe le totalitarisme avec les lois dites fascismissimes. Alors, il y a eu un moment essentiel qui a été l'affaire Matteotti. En juin 1924, Matteotti, député socialiste, a dénoncé les violences fascistes et le climat de terreur que faisaient déjà régner les fascistes. Il est enlevé, assassiné, avec la complicité du gouvernement fasciste. Ça suscite un réveil des oppositions. Donc, en janvier 1925, Mussolini prononce un discours où il explique, en gros, c'est la fin de la récré, il va plus y avoir d'opposition du tout, j'assume tout ce qu'il s'est passé, et c'est ce qu'on appelle le tournant fascistissime. Donc, des lois, ensuite, sont édictées, qui mettent fin à toutes les libertés fondamentales, et qui installent liberté de la presse, bien évidemment, droits fondamentaux, et qui mettent les autres en place... c'est pas encore le moment où on aura un parti unique, mais ce sera bientôt le cas. On entre désormais véritablement dans un régime totalitaire. Voilà, le totalitarisme est installé. Alors évidemment, les Européens s'inquiètent un peu, mais en même temps, à l'étranger et à l'extérieur, Mussolini essaye de rassurer les Français, les Anglais, et il vient en France en 1931 avec ce discours très rassurant. Dans ma qualité de Premier ministre et chef du mouvement fasciste, je désire repousser tous les bavardages stupides de ceux qui prétendent savoir que l'Italie veut préparer une nouvelle guerre. L'Italie ne prendra jamais l'initiative d'une guerre. Les fascistes veulent assurer au peuple italien un avenir de prospérité et de paix. Benito Mussolini en français en avril 1931. Marianne Matarbonucci, il est très rassurant. Il est très rassurant parce que il veut conserver le soutien des grandes puissances. Il est opposé évidemment à la Société des Nations et au multilatéralisme qui s'est mis en place après la Grande Guerre. Cette déclaration est intéressante parce que pendant longtemps Mussolini a dit le fascisme aussi pour rassurer, donc les démocraties ne vaut que pour l'Italie. Mais à partir de 1930-1931, on commence à l'entendre dire le fascisme peut être une doctrine universelle. À partir des années 30, il voit le national-socialisme grandir donc en Allemagne et il va donc essayer de créer une forme d'international fasciste donc qui échouera, mais il y a bien la volonté d'exporter le fascisme tout en essayant de rassurer les démocraties, d'où ce discours de paix et suivant les périodes, Mussolini affichera de manière très assumée un visage belliciste, puisque la guerre est dans l'ADN du fascisme, c'est vraiment la matrice du fascisme,
ou il dira oui, nous voulons la paix, ce qu'il fera encore lorsqu'il provoquera la guerre, par exemple au moment de la guerre d'Éthiopie. Oui, ça rappelle beaucoup de déclarations, par exemple, de Vladimir Poutine, très pacifiste avant d'envahir l'Ukraine. C'est un peu toujours comme ça. Nous sommes toujours avec l'historienne Marianne Matar-Bonucci, spécialiste des fascismes et plus particulièrement du fascisme italien. Nous en sommes au mussolinisme au pouvoir avant la guerre. En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Dans cette période, il y a aussi une politique économique particulière qui peut être propre à rassurer les investisseurs étrangers. Là, on est dans une application d'un programme très libéral. Alors, il y a d'emblée quand même une forme d'interventionnisme étatique. Oui, il y a des prises de participation de l'État. Par exemple, il va y avoir le fascisme, et on retrouve l'empreinte de la guerre, gouverne à coups de bataille. Donc il va y avoir la bataille de la lire, pour une lire forte, ce qui va avoir des conséquences catastrophiques. Il y aura une bataille productiviste, la bataille du blé. Donc on ira comme ça, de bataille en bataille. Mais l'État intervient sans toucher aux équilibres économiques, et avec la crise de 29, peu à peu, l'État va aider donc les entreprises à surmonter donc les épreuves, et donc il viendra en aide aux industriels. Il se désengage des services publics. Mais en revanche, en effet, il n'y a pas cette politique sociale qu'il affichait au départ. Le philosophe Giovanni Gentile aura cette formule, enfin c'est dans un texte qu'il coécrit avec Mussolini, tout dans l'État, rien en dehors de l'État. Mais c'est l'État au service des forces capitalistes et des élites de la richesse. Le fascisme prétend innover d'un point de vue social en mettant en place les corporations, qui sont ces structures dans lesquelles se retrouvent les employeurs et les employés, mais ça casse le mouvement syndical. Voilà, au profit, in fine, là encore, des employeurs. Al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. J'annonce au peuple italien et au monde que la guerre est finie. Il s'agit de notre paix, de la paix romaine, qui s'exprime par cette simple proposition: l'Éthiopie est italienne. La Pax Romana, donc la guerre est finie, c'est la guerre en Éthiopie. Les troupes italiennes ont reconquis l'Éthiopie. Marianne Matar-Bonucci, ça c'est le côté expansionniste du fascisme italien. C'est le côté expansionniste, c'est sans doute le moment où la popularité du régime est vraiment à son comble, parce que avant, donc on est en mai 36, la proclamation de l'Empire, ce qu'on vient d'entendre, il y a eu une crise internationale, l'Italie a été victime de sanctions parce qu'elle a envahi un pays qui était membre donc de la Société des Nations et qui était un pays souverain, et ces sanctions ont soudé la population autour du régime. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette victoire arrive après ce qui a été une défaite cuisante dans l'histoire de l'Italie. Il y avait une première tentative de conquête à la fin du 19e siècle, avec une grande défaite à Doua, et donc c'est aussi une revanche, une revanche victorieuse. La revanche qui était un ressort du fascisme depuis le début, comme vous nous l'avez expliqué. Alors, depuis le début de cette émission, depuis qu'on parle du fascisme, il n'est pas question de racisme, contrairement à ce qui se passe évidemment en Allemagne à partir des années 30 et à la fin des années 20, et du nazisme. Le racisme est-il secondaire dans le fascisme italien à ce moment-là ? Le racisme au sens de doctrine de la race est secondaire, mais il faut quand même dire tout de suite que la guerre en Éthiopie est une guerre coloniale, fascistes et racistes, et que vont être mises en place en Éthiopie, comme c'était le cas d'ailleurs en Libye auparavant, des politiques qui sont vraiment des politiques racistes, mais assez comparables à celles que mettront en place les puissances coloniales là où elles colonisent. La différence quand même pour la guerre d'Éthiopie, c'est le niveau
invraisemblable de la violence, puisque les Italiens vont notamment utiliser les gaz. Alors, en effet, il y a un vrai tournant en 1938, parce que jusque-là, Mussolini avait multiplié les déclarations visant à rassurer les Juifs, à disant non, le fascisme n'est pas antisémite, disant même je suis sioniste. À 1938, le discours de Trieste. 38, les Juifs sont brutalement discriminés. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irréconciliabile del fascismo. Voilà, ce qu'on entend, c'est le discours de Trieste. Le judaïsme mondial a été pendant 16 ans, malgré notre politique, un ennemi irréconciliable du fascisme. Officiellement, Mussolini est antisémite. À partir de ce moment-là. Alors, intimement, Mussolini était antisémite. On n'a pas de doute là-dessus. Il vient d'une tradition de syndicalisme révolutionnaire où il y avait un antisémitisme social, beaucoup plus limité en Italie qu'ailleurs, mais qui existait. Mais là, il le devient officiellement, en effet, et il en fait une politique. Est-ce que c'est sur la pression des nazis qui étaient au pouvoir en Allemagne depuis déjà 5 ans ? Non, l'Italie choisit donc de persécuter les Juifs en toute souveraineté et en toute autonomie, mais l'Allemagne n'est pas absente quand même dans la logique qui conduit à cela, parce que depuis 1935, on peut considérer que l'Allemagne est devenue la puissance phare, la puissance de référence dans la galaxie des fascismes, alors qu'auparavant c'était bien l'Italie. L'autre raison qui conduit Mussolini à prendre cette décision, c'est quelque chose qui est lié à la nature intime du fascisme, à la nature totalitaire du fascisme, ce sur quoi Hannah Arendt a bien insisté, c'est-à-dire ce sont ces régimes qui ont besoin constamment d'ennemis pour avancer. Et il se trouve qu'en 1938, quels sont les ennemis possibles ? Tous les antifascistes sont soit en exil, soit en prison. Il y a eu des mobilisations intenses avec la guerre d'Éthiopie, avec l'engagement italien aussi dans la guerre d'Espagne, à partir de juillet 1936. Et il y a comme une espèce de pause, si vous voulez, à ce moment-là, dans la logique de mobilisation. Il faut que le fauve ait un nouveau morceau de viande. Exactement. Il faut donner du grain à moudre, et il n'y a plus comme ennemis possibles, disponibles, que les Juifs. Et donc, en dépit des déclarations rassurantes qui ont précédé, en dépit du fait qu'il y avait des Juifs qui ont soutenu le fascisme, qui étaient dans le parti fascisme, eh bien, du jour au lendemain, Mussolini adopte des textes qui sont des textes très durs, qui vont mettre en place une vraie forme de persécution. Alors, dans quel état est la société italienne vis-à-vis du fascisme en 1938 ou en 1937, enfin, dans ces eaux-là, juste à la veille de la guerre ? Il y a eu un moment, donc encore une fois, de popularité et d'enthousiasme lors de la guerre d'Éthiopie. Les lois anti-juives sont accueillies avec distance, avec scepticisme par la population. On a des rapports de préfets qui montrent bien ça, parce qu'il n'y avait pas de transition puissante d'antisémitisme en Italie, comme il y avait un antisémitisme catholique, mais il n'y avait pas d'antisémitisme politique ou social, comme il y en avait dans d'autres pays à l'époque. Mais ce qu'on voit très bien, c'est comment le cadre totalitaire produit une résignation et bien vite une collaboration de la population à cette injonction qui vient d'en haut de dire pour les journalistes, par exemple les journalistes vont tous se mettre à produire des articles à propos des Juifs. Souvent ils iront piller la presse allemande ou même pour ce qui est des dessinateurs, la presse française du 19e siècle. On voit ressurgir des caricatures de Carandache dans la presse. Donc les enseignants universitaires qui sont restés en poste vont à leur tour essayer d'apporter leur petite contribution à la doctrine raciale. Donc les gens obéissent. Le mot d'ordre du régime, c'est croire, obéir, combattre. Et obéir est effectivement un élément très important de cette dynamique. Croire, obéir, combattre. Et justement, 1939, Mussolini chauffe son peuple. Qualunque cosa accada, io vi dichiaro con assoluta certezza che tutte le nostre mete saranno raggiunte. Voilà, là il s'agit d'un discours de mai 1939 et le 10 juin 1940, c'est la déclaration de guerre. On est très loin du discours de 1931 qu'on a entendu en français tout à l'heure pour rassurer les Européens. Dichiarazione di guerra
è già stata consegnata agli ambasciatori. La déclaration de guerre a déjà été notifiée aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France. Enquête de politique, cette semaine, premier épisode de notre série sur les fascismes, le fascisme italien avec l'historienne Marianne Matar-Bonucci. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors Marianne Matar-Bonucci, le fascisme italien pendant la guerre va mourir, mais comment il se comporte pendant la guerre? Est-ce que les Italiens sont embarqués dans le grand mouvement expansionniste de l'Axe? Et est-ce que la population suit? Ce qui est paradoxal, c'est que le régime s'est préparé donc à la guerre pendant plus de 20 ans, et que quand la guerre arrive, il n'est pas prêt. Puisque l'Italie attend que la France soit à terre, donc en juin 40, pour effectivement intervenir, alors qu'Hitler suppliait Mussolini donc d'intervenir auparavant. La population subit. Il y a une partie effectivement des fascistes qui s'enthousiasment, mais on peut dire quand même rapidement et surtout à mesure que s'accumulent les défaites, parce que pratiquement chaque intervention de l'Italie, chaque entrée en scène de l'Italie sur un front tourne au désastre et suppose l'aide donc de l'allié de l'Axe, et donc la popularité du régime décroît considérablement. On n'est pas du tout dans le même cas qu'en Allemagne. On n'est pas effectivement dans le même cas dans l'Allemagne, puisqu'en Allemagne quand même la population est beaucoup plus fanatisée effectivement. Mais comme en Allemagne, l'Italie doit subir des bombardements alliés aussi, qui vont provoquer des conséquences très négatives là sur le moral de la population. Et peut-être qu'à la différence de l'Allemagne, les bombardements conduisent la population à se détourner justement du régime, ce qui fait qu'en juillet 1943, lorsque Mussolini, après le débarquement des Alliés en Sicile, donc est déposé par le Grand Conseil du fascisme, eh bien ce sont des manifestations de liesse, effectivement, un peu partout en Italie. Alors, on va pas s'étendre sur la fin du fascisme. Mussolini est donc déposé, il est enfermé et puis libéré par un commando très habile aérien allemand, amené en Allemagne, et il veut reconstituer une république fasciste, la fameuse république de Salo. Ça ne marchera pas. On va passer directement à l'après-guerre, si vous voulez bien, Marianne Matar-Bonucci. Est-ce que, juste après la guerre, on peut dire que l'Italie est vaccinée du fascisme et dégoûtée du fascisme, ou il en reste un petit peu quand même, où il reste une sorte de, non pas de nostalgie, mais quand même il y a eu une sorte d'expansion économique avant-guerre, et on pourrait se dire, à l'inverse de l'Allemagne qui a créé cette guerre, qui a créé cette catastrophe, qui est responsable de la Shoah, on pourrait se dire, les Italiens pourraient se dire, la guerre a gâché le fascisme finalement, a gâché cette expansion et cette puissance et cette unité que nous avions. Alors c'est un discours qu'on entendra après la guerre, c'est-à-dire en fait les choses ont commencé à mal tourner avec l'alliance, du fait de l'alliance avec l'Allemagne, indéniablement, mais c'est une reconstitution en partie fallacieuse, puisque comme je l'ai dit, ce régime conduisait à la guerre. L'héritage du fascisme est extrêmement présent. La Constitution interdit en théorie la reconstitution du parti fasciste, mais dès l'après-guerre se remet en place un parti néo-fasciste, le mouvement social italien, le MSI, à la tête duquel se trouve quelqu'un, Giorgio Almirante, qui avait joué un rôle important dans la République sociale italienne, donc ce ne sont pas des demi-fascistes, mais qui va, à partir des années 70, adopter là encore une double stratégie, c'est-à-dire d'un côté on joue le jeu de la légalité, on participe aux élections, et en même temps on entretient des liens avec des groupuscules plus durs, qui vont poser des bombes un peu partout en Italie. L'héritage du fascisme, c'est quoi ? C'est l'idée, et ça c'est très présent encore au sein d'une partie de la population, qu'il y a une œuvre positive du fascisme qui continue à être entretenue, qui est d'autant plus facilement, je crois, aussi entretenue, qu'il y a
un héritage tangible du fascisme avec l'œuvre architecturale du régime. C'était un régime bâtisseur et il y a des bâtiments, quelquefois d'ailleurs tout à fait intéressants d'un point de vue architectural, un peu partout dans les Oui, ça n'a pas été détruit comme en Allemagne, qui a été beaucoup moins bombardé. Détruit, il reste des obélisques, des inscriptions à la gloire du régime, etc. De grandes avenues. Un peu partout. On n'a pas été dans la cancel culture de ce point de vue-là. Enfin, pour la toponymie, oui, mais pas pour le reste. Il y a eu des forces politiques qui ont entretenu une mémoire positive du fascisme, et ça a été le cas donc du mouvement social italien qui ensuite a donné Fratelli d'Italia. Et quand on lit l'autobiographie de Giorgia Meloni, elle condamne certains excès du fascisme, mais elle ne condamne pas le fascisme globalement. Alors justement, on va écouter Giorgia Meloni. En 1996, elle était une jeune militante de 19 ans. Giorgia a 19 ans, elle milite depuis 2 ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite. Elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Giorgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Un point de vue partagé par 61% des électeurs de l'Alliance nationale. Ça peut paraître étonnant. Nous, Français, personne ne pourrait dire comme ça, même ceux qui le pensent, et on sait qu'il y en a qui le pensent, personne ne pourrait dire comme ça du bien de l'œuvre du maréchal Pétain, par exemple. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler aussi, c'est que l'Italie républicaine et démocratique s'est construite sur la mémoire de l'antifascisme, qui était au cœur de cette identité. Et c'est à partir des années 80 que peu à peu, ce rapport à l'identité antifasciste a été contesté, s'est délité. Berlusconi a joué un rôle très important en banalisant aussi ces discours à propos du fascisme, en considérant qu'il y avait des bonnes choses aussi dans le fascisme, et également, bien évidemment, un Matteo Salvini. Alors Matteo Salvini, on va l'écouter parce que lui ne revendique pas le mot fasciste, même s'il y a des relents fascistes, évidemment, dans sa façon de faire de la politique. Encore en 2019, il y en a qui cherchent des fascistes. Mais il n'y a pas de fascistes. Il n'y a que des Italiens, fiers d'être Italiens. Voilà, c'est Matteo Salvini, en 2019, qui fait un discours et il y a des jeunes Italiens qui le traitent de fasciste. Donc ça, lui n'assume pas. Non, mais il assume d'autant moins qu'il ne vient pas de cette famille politique-là, puisqu'il vient effectivement au départ de la Ligue du Nord, mais il est d'un nationalisme extrême, et en ce sens-là, de cet hyper-nationalisme qui est au cœur même de la définition et de la doctrine du fascisme. C'est fini pour le premier épisode sur les fascismes. Le prochain, début décembre, sera consacré au nazisme. Mais les 3 épisodes, fascisme italien, franquisme et nazisme, sont disponibles en podcast dès maintenant. Merci à Maxime Goudard qui était à la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve en direct pour un nouvel épisode d'Enquête de politique, cette fois-ci lié à l'actualité. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.